Je pense que je ne peux que vous encourager vraiment à découvrir ce domaine arc-en-ciel. Et je suis d'autant plus intéressée que moi-même, je fais une masterclass la dernière semaine du mois d'août. Ce sera sur le cerveau. C'est passionnant, vraiment passionnant, parce que notre cerveau est vraiment très fonctionnel dès la huitième semaine de conception. Je ne sais pas si vous vous rendez, après la conception, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est important. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que à l'école, on nous a figé la notion du développement du cerveau. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire qu'on était bête, qu'on était intelligent, parce qu'on avait 10 sur 10 à l'école ou 20 sur 20. Voilà. Alors que notre cerveau a des capacités qui évoluent et qui dévoluent en permanence. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on est dans le coma, le cerveau continue de fonctionner. La plupart des gens ne le savent pas, mais le cerveau euh, peut avoir été très mauvais en fonctionnement pendant toute l'enfance et la jeunesse parce qu'on a eu une enfance, une jeunesse où on n'a pas été bien nourri, où on n'a pas été très aimé, où on a eu des problèmes. Et on peut devenir super intelligent tout d'un coup à 60 ans ou 70 ans. On le voit tous les ans avec des gens qui passent leur bac à 70 ans, 80 ans. Euh, je ne compte plus le nombre de personnes qui, rien qu'en changeant leur alimentation, en faisant des bains dérivatifs, se sont mis à faire des études qu'ils n'auraient jamais pu faire. Ils ont commencé à 50 ans. Je me souviens d'une dame qui a fait des études d'acupuncture avec tout ce qu'il faut retenir comme méridien, etc. Elle est venue faire un stage d'une semaine sur le cerveau et un an plus tard, elle est revenue et elle avait réussi ses examens alors qu'elle avait un mal fou à retenir avant parce qu'elle manquait d'huile, parce qu'elle manquait de crudité, parce qu'elle manquait de toutes sortes de choses simples. Donc, cette masterclass sur le cerveau fin août va être très, très intéressante parce que c'est justement comment faire travailler son cerveau. Notre cerveau, c'est comme une télé, c'est comme un appareil qui fonctionne bien selon comment on s'en occupe, tout simplement. Donc, moi, je vous recommande ces masterclass euh, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et celle du mois d'août, moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'en profiter parce que ça vous fera démarrer l'année qui suit en confiance. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a pu vous dire sur vos capacités est complètement obsolète. Ça dépend vraiment de notre état de santé. Complètement, complètement, de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous respirons. C'est fondamental. Et je ne peux que vous encourager euh, à découvrir et à faire découvrir ce lieu qui est tellement complet. Voilà. Et avant de terminer, tu viens en janvier aussi pour une masterclass, une autre. Alors, je viens en janvier. Alors là, ça va être très, très sexy parce il s'agit précisément de la sexualité. Et évidemment, c'est pas une semaine sur l'érotisme, hein, mais évidemment. Mais la sexualité, c'est notre baromètre de santé. Quand on a quand on a une bonne santé, on a une bonne libido. La libido, ça ne veut pas dire uniquement l'activité sexuelle. La libido, c'est notre moteur intégral, c'est le moteur de toutes les créations artistiques, de la création littéraire, de la création de la sculpture, etc. La libido, c'est aussi notre moteur au niveau performance sportive. C'est très important la libido. La libido, je me souviens d'une dame de 70 ans qui avait ma méthode. Tous ses cheveux sont redevenus noirs. C'est une dame qui travaillait sur les marchés. Travailler sur les marchés, c'est se lever à 4 heures du matin, c'est être dans le froid, etc. Donc, elle avait fait ma méthode pour tenir le coup parce qu'elle avait besoin de travailler et elle ne pouvait faire que des marchés. Et au bout de 2 ans de ma méthode, où ses cheveux étaient redevenus noirs, elle était obligée de couper toute la partie blanche, sinon ça devenait ridicule. Elle me dit, je ne sais pas si c'est normal à mon âge, mais j'ai des envies. Et je rigolais. Je lui ai dit, madame, c'est un signe de bonne santé. Je lui ai dit, vous reste à trouver le monsieur qui va avec, peut-être. Mais en tout cas, c'est un signe de vitalité. Ça veut dire que vous avez retrouvé toute votre énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Et elle m'a dit, c'est vrai que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas depuis au moins 20 ans.
Voilà. Donc, vous voyez que la sexualité, c'est pas forcément aller faire l'amour avec toute la planète, c'est tout simplement être en bonne santé. C'est un facteur de bonne santé. Voilà. Oui, C'est et ça. et tu vas l'expliquer évidemment sur plein de plans scientifiques, mécaniques, Ouais, hormonales, évidemment. voilà. Évidemment, parce que c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, l'INSERM, qui a beaucoup travaillé là-dessus, dit que, ils écrivent sous la plume du docteur Jean-Marie Bourg, que la sexualité chez l'être humain, n'en déplaise à la ménopause et à l'andropause, ne peut que croître et embellir dû sur nos vives 130 ans. Car elle ne dépend que du bon fonctionnement du corps, du bon fonctionnement de l'hypophyse et du fait d'être amoureux, bien sûr. Mais être amoureux, là aussi, c'est une notion. Il y a des gens qui n'arrivent pas à détacher ça de choses matérielles, mais déjà, on peut tomber amoureux 10 000 fois de la même personne, parce que si on la regarde vraiment, elle évolue tous les jours, elle change tout le temps, et donc on peut déjà tomber amoureux 10 000 fois de la même personne. Mais en plus, tomber amoureux chez un être humain est quelque chose aussi de psychologique. On peut avoir les mêmes types de sensations devant un beau spectacle de la nature, devant un magnifique spectacle créé par un être humain, devant un tableau magnifique qui n'est pas forcément érotique. Euh, Tomber amoureux, c'est une révolution intérieure qui réveille toutes nos sensations et nos émotions et qui, à chaque fois, régénère notre cerveau. C'est très important. À chaque fois que nous tombons amoureux de quelque chose, par exemple, je tombe amoureux d'un endroit où j'ai envie de m'installer, ou je tombe amoureux de mon jardin, parce que tout ça va ensemble, eh bien, ça va révolutionner mon cerveau qui va être obligé de s'adapter à cette nouvelle chose. C'est-à-dire, si je tombe amoureux du jardinage, eh bien, je vais me mettre à devenir inventif, je vais consacrer énormément d'énergie à mon jardinage qui, lui, va m'apporter énormément en échange. Tomber amoureux, ça veut dire tomber en amour, la façon de le dire des Canadiens est un peu plus explicite, c'est tomber en amour de quelque chose qui vous oblige à vous adapter à cette chose que vous êtes mis à aimer. C'est ça que ça veut dire en réalité. Et c'est ça qui est très intéressant parce que cette obligation d'adaptation du cerveau le régénère complètement. Bah, j'adore ce que tu viens de dire là, parce que, et puis après, tu vois, on aurait déjà envie que tu commences. Alors, je ne vais pas trop te relancer, parce que sinon, on va commencer maintenant. Mais ce que tu viens de dire là, eh ben, tu as mis des mots sur des choses que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien aussi. C'est que, en fait, forcer son cerveau, entre guillemets, naturellement à s'adapter, eh bien, on prend du plaisir au quotidien, même dans ce qui paraît des contraintes initialement, eh bien, on y prend du plaisir parce que du coup, on évolue, en fait, on avance, Bien sûr. on stagne pas dans sa zone de confort. Et en Ouais. fait, beaucoup aiment leur zone de confort parce qu'on la connaît et on n'aime pas l'inconnu. À notre Mais ça, époque, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas l'inconnu, mais moi, j'aime que l'inconnu. non, mais Je- ça, c'est la base de développement du cerveau. Le cerveau a très peur et déteste ce qu'il ne connaît pas. Il déteste. Au niveau alimentaire, par exemple, il lui faut en moyenne goûter 8 fois quelque chose avant de l'aimer. C'est pour ça que les parents qui font goûter quelque chose à un bébé une fois, 2 fois, 3 fois, le bébé crache et rejette, disent il n'aime pas. Non, mais ça suffit pas. Il faut faire ça 8 fois au moins avant que le cerveau aime. Et le cerveau déteste tout ce qu'il ne connaît pas. Mais il meurt quand on ne lui fait pas connaître des nouvelles choses. C'est-à-dire que la condition de survie et de développement du cerveau, c'est de se faire peur et de découvrir des choses de s'obliger à s'adapter à des choses qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bousculer tous les gens qui sont un peu dans la routine. Tous les grands spécialistes du cerveau sont formels là-dessus. Quand on leur demande quel est le plus grand danger pour le cerveau, ils répondent la routine, c'est-à-dire faire tous les jours la même chose, les choses qui ne contrarient pas le cerveau.
Ils tous le disent. Si vous voulez maintenir un cerveau en bon état à 70 ans, 80 ans, apprenez des langues étrangères. Ça vous c'est pas drôle, c'est dur, ça demande des efforts, mais ça vous fait rentrer dans des cultures. Par exemple, sachez que si vous apprenez le basque, bon, le basque, c'est un truc que personne ne parle, très peu de gens parlent le basque. Mais quand on parle basque, eh bien, on change de mentalité, tout simplement parce que les objets sont inanimés en basque. On ne peut pas dire qu'un couteau tombe quand on est basque. Quelque chose fait tomber le couteau. Vous imaginez pour un petit basque de rentrer à l'école française et qui doit écrire le livre est tombé. Il ne peut pas l'écrire parce que dans sa perception de la vie, un livre ne peut pas tomber. Quelque chose fait tomber le livre. Euh, Étudier des langues, c'est rentrer dans une nouvelle culture. Si vous n'avez pas envie d'étudier de langue, apprenez un instrument de musique, notamment un instrument comme le piano où les notes sont déjà toutes faites. Moi, je fais du violon. Le violon, il faut les faire, les notes soi-même. Tandis que le piano, les notes sont déjà toutes faites. Et bien, vous avez les deux cerveaux qui travaillent en même temps. Même si vous ne devenez jamais concertiste, ça n'a aucune importance, mais apprenez un instrument, parce que apprendre un instrument, ça demande un effort physique, un effort mental, un effort émotionnel. Et c'est très, très enrichissant pour le cerveau. Chaque fois, goûtez des choses que vous ne connaissez pas. Chaque fois que vous goûtez quelque chose que vous ne connaissez pas, la première réaction peut être le rejet, mais goûtez-le plusieurs fois si c'est quelque chose de naturel, bien sûr. Il y a, par exemple, une dame récemment me disait, ah, j'aime pas la papaye. Ah bon, tu en as déjà mangé? Ben oui, j'étais à Tahiti, j'en ai mangé, j'ai pas du tout aimé. Ben, je dis, tu l'as goûté combien de fois? Oh ben une fois, me suffit, moi. Ah ben non, une fois ne suffit pas, justement, parce que au fur et à mesure qu'on goûte, le cerveau analyse et il voit tous les bienfaits qu'il y a dedans et il se met à vous faire aimer précisément. C'est ça qui est intéressant. Donc, elle n'avait goûté qu'une fois. Quand on ne goûte qu'une fois, on ne peut pas savoir. C'est très, très important. Et pareil, quand on goûte le piano qu'une fois, ben, on ne peut pas savoir. Quand on goûte une langue étrangère qu'une fois, on ne peut pas savoir non plus. C'est la même chose. Or, le cerveau, pour pouvoir développer des connexions, parce que c'est le développement des connexions qui est important, eh bien, il a besoin de se faire peur. C'est comme ça. Mais alors, pour finir, est-ce que c'est pareil avec le bon vin? Parce que si je goûte 8 fois du bon vin, à la fin, c'est sûr que je vais l'aimer, mais je vais mal finir. Ah, alors le vin, Non, il non. contient de l'alcool. Oui, c'est pas... non, mais je te charrie, bien sûr. Je fais exprès Son pour t'embêter. problème. C'est le problème du vin. Le vin, avant, était réservé aux initiés et aux hommes. Les femmes ne buvaient pas de vin parce que les femmes n'ont pas la capacité de détruire l'alcool. Les hommes peuvent détruire l'alcool en une heure parce que traditionnellement, ce sont les hommes qui buvaient de l'alcool. Euh, alors, il y a des femmes qui me disent, oui, je suis l'égal de l'homme. Non, non, on n'est pas l'égal de l'homme, on n'est pas identique. On peut être égaux en droit, ça, oui, ça c'est normal, mais on n'est pas identique, on n'est pas fait de la même façon. Et dans aucun pays, les femmes n'ont jamais bu d'alcool. C'est quelque chose de très récent que les femmes boivent de l'alcool. Et ça leur fait un mal fou. C'est terrible pour les femmes. Et les hommes ne doivent pas en boire tous les jours et tous les matins non plus. Ça peut être... Alors, une femme, moi, je conseille d'abord être sûre qu'elle n'attend pas un bébé. Et la deuxième chose, elle peut boire une petite gorgée dans le verre de son homme pour le plaisir. Moi, c'est ce que je fais quand, pour le mariage de mes enfants, pour des choses comme ça, pour les fêtes. J'en prends une toute petite gorgée et je peux vous dire que j'en garde la saveur jusqu'à aujourd'hui. Des années après, rien qu'en y pensant, j'ai le plaisir de cette petite gorgée que j'ai gardée longtemps en bouche. Je me suis régalée et je ne me suis pas abîmée. Donc, Mais là, je tout te est une charrie. question de mesure. Et d'ailleurs, sur une table française bien servie, il y a un très grand verre pour l'eau et il y a un petit verre pour le vin. Parce qu'on ne se désaltère jamais avec le vin, on se désaltère avec l'eau et on goûte le vin après. Et j'ai un grand-père qui était vigneron et il avait un foudre, c'est-à-dire une seule grosse barrique. J'en parle dans mon livre qui sort le 10 juillet d'ailleurs, de cette chose-là. J'ai un livre qui sort le 10 juillet. Eh bien, ce grand-père avait un foudre, il vendait tout son vin, il ne gardait qu'une bouteille pour Noël et une pour Pâques. Mon grand-père et ma grand-mère ne buvaient du vin que le jour de Noël et le jour de Pâques. C'est tout.
Ils n'avaient pas du tout, ils n'en buvaient pas tous les jours. Et les gens normaux n'en buvaient pas tous les jours. Il y a que ceux qui, peut-être les très riches, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, les gens normaux ne buvaient pas tous les jours. Et ce livre-là sort le 10 juillet. Et je parle justement de ce grand-père qui n'en buvait qu'une bouteille, enfin, 2 bouteilles par an. Vous voyez. Donc, euh, en fait, en France en particulier, et puis ça a déteint sur beaucoup d'autres pays, on a voulu faire la fête d'un mariage tous les jours, toute l'année. Et c'est comme ça que, par exemple, le saumon, moi, quand j'étais enfant, c'était un Pâques et à Noël. Et bien maintenant, on le veut tous les jours dans son sandwich. Et du coup, surproduction, etc. Et mauvaise alimentation. Le poulet, on mangeait un poulet par semaine dans la famille, partagé par 20 personnes. Il y avait 10 ou 12 enfants, il y avait les grands-parents, il y avait les oncles et tantes. Tout le monde était là, on partageait le poulet, chacun avait un petit bout, comme aujourd'hui en Chine, comme aujourd'hui en Inde, comme aujourd'hui en Amérique latine. C'est comme ça dans toutes les familles. Et puis après, on gardait la carcasse et tout ça, on faisait bouillir pendant 1 heure et demie sur le coin du fourneau. Et puis, on gardait le liquide qui contenait toutes les protéines pour faire cuire dans la semaine les légumes, les pâtes, le riz, etc. Voilà. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu vivre comme ça en Espagne en 1970. Les gens vivaient comme ça. Ils faisaient ce qu'on appelait le bouillon, le caldo, soit avec des têtes de poisson, soit des têtes et les arêtes des poissons. Une fois dans la semaine, ils mangeaient un poisson chacun, mais après, c'était le bouillon. Ça, Donc, très riche en glucosamine hein, pour les os, hein, la oui, chondroïtine. Donc oui, bien sûr. mais tout ça, ça s'est perdu, c'est dommage. Tu vois, tout ce que tu dis Oui, là, tu s'entend pas tout le temps, mais du coup, c'est du bon sens aussi, qui fait que quand on fait un produit entier plus rare, on le retransforme en plein de choses. Tu vois, en bien bouillon, sûr. quand tu dans des jus, c'est plus agréable en goût, on profite de tous les minéraux. Enfin, c'est tout. Exactement. Et on n'a pas. Ouais, la première personne qui m'avait parlé de ça, c'était un médecin de la protection de l'enfance qui était marié avec un de nos oncles, donc à Paris. Et j'avais demandé quand est-ce que je pourrais donner à mon. J'attendais mon premier bébé. Quand est-ce que je pourrais lui donner à manger du poisson, par exemple, ou de la viande. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas la chair qui est importante. Elle m'a dit, c'est bouillon. Mhm, mhm, Elle m'a dit, tu sais, la chair, elle a le temps. Tu peux attendre plusieurs années. Elle me dit, par contre, pour le bouillon, il n'y a aucun problème. Parce que c'est ce qui contient tout. Et quand les gens ont très, très peu d'argent, les gens j'ai fait des émissions de radio qu'organisait France Inter à l'époque, à destination des gens qui se dorment dans la rue. Et puis pour les gens qui sont chez eux, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont très peu d'argent. Je leur donnais des conseils alimentaires. Et je disais, par exemple, si vous achetez une sardine ou 2 sardines et que vous les faites cuire à la vapeur, vous mangez la chair. Et puis, vous gardez les arêtes, vous gardez la tête et tout ça, et vous faites bouillir avec un bouquet garni, avec un peu de thym, de romarin, des choses comme ça. Vous faites bouillir pendant 1 heure et demie, à feu très très doux, et dans un très grand récipient. Et le bouillon, vous le gardez pour faire cuire les pâtes, le riz, etc. Et ça vous apportera toutes les protéines dont vous avez besoin. Vous n'avez vraiment pas besoin de plus. Euh, Avant, on achetait un os à moelle, on mangeait la moelle, on faisait bouillir l'os, on faisait bouillir les os longtemps, longtemps, longtemps. Et ça coûte pas cher. Quand on achetait un poulet, eh bien, on gardait les pattes, la patte du poulet. On gardait la tête, on gardait euh, tout ça et on faisait un bouillon. Tout ça, j'explique dans la méthode. J'explique comment faire ces choses-là parce que c'est très, très important de pouvoir faire ces choses-là. Et ça coûte pas cher. mhm, Et on peut très bien chez le boucher n'acheter que les pâtes et la tête. Hein. mhm, tout à fait. Et ça coûte pas cher et on se fait des bouillons et on est en très bonne santé. C'est ça. Il n'y a pas de honte à ça. Je me souviens un jour, j'étais arrivée au Monoprix et je vois 2 jeunes garçons d'une vingtaine d'années qui étaient en train de rigoler et de se moquer d'une Chinoise qui venait d'acheter trois crevettes. Elle avait acheté 3 crevettes. Et
ils comprenaient pas, ça doit être pour son chat, pourquoi elle a acheté ça, enfin c'est ridicule. Ils étaient horrifiés d'avoir pesé 3 crevettes. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais 3 crevettes, ça suffit pour 3 personnes. Si la dame a fait un riz avec un peu de haricots rouges, avec des légumes, etc., et qu'elle a mis une crevette par personne, c'est un repas normal pour une personne, une crevette dans une assiette. Et il ne comprenait pas, j'ai dit, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit pour compléter les protéines des haricots rouges, du riz, etc., ou des pâtes. Et ben voilà, je me disais, les pauvres, on leur enfin, il serait temps de leur apprendre des choses comme ça, mais ils se moquaient de quelqu'un alors que cette dame avait un comportement normal, tout simplement. Dans tous les autres pays du monde, c'est comme ça qu'on fait. La L'ironie, paella, c'est pas avec un plateau de fruits de mer, c'est chacun une gamba ou une moule, mais pas 36 choses. Le cassoulet, c'est pas un plateau de charcuterie, c'est une petite rondelle de saucisse par personne. Mais les gens ont perdu tout ça, ils se sont éloignés de tous ces plats délicieux. Enfin, ils en ont fait des poisons alors que ce sont des merveilles. merci d'avoir de prendre le temps, toi, de nous ramener tout ça au goût du jour, à réexpliquer, hein, comme tu fais depuis des années. Et puis, Ouais, mais c'est super important tout ça. Et pour le cerveau, c'est fondamental parce que ça permet la fabrication de graisses brunes qui vont nourrir le cerveau. en plus, Et en plus, c'est une alimentation traditionnelle et ça te rattache à tes racines. C'est-à-dire que la culture vient en premier par l'alimentation. C'est la première transmission de culture, l'alimentation. Et il ne faut pas se couper de ses racines. Moi, ça m'agace quand on me dit qu'il faut manger japonais. C'est n'importe quoi. Je veux bien manger japonais de temps en temps pour le plaisir, mais je ne vais pas manger japonais toute l'année parce que ce n'est pas ma culture. Tu vois, c'est très important de rattacher sa culture. Nos gènes ont eu l'habitude de se nourrir selon notre culture. C'est très, très important. Donc, il ne faut pas sortir il faut pas sortir de son alimentation traditionnelle. Il faut simplement la retrouver telle qu'elle était, qui est tout à fait différente. Euh, Quand je dis un cassoulet, c'est une cuillère à soupe de haricots par personne. C'est pas une platée de haricots. Une platée de haricots, c'est une catastrophe intestinale. Une cuillère à soupe, c'est une merveille pour le cerveau, pour les os, pour les muscles. Voilà. Donc, tout est dans les proportions. oui, bah, tu donnes cet exemple-là, c'est pareil pour la choucroute, hein. La choucroute, c'est un produit lactofermenté exceptionnel, mais on y a rajouté des tas de viande en grande quantité, alors que c'est la quantité le problème, comme d'habitude, comme tu le Exactement. dis. On a déformé les proportions. C'est ça, Complètement déformé les proportions. tout à fait. Et c'est ça qui est stupide. Et ça, c'est parce qu'on est rentré dans une société de consommation où c'est l'argent qui a de la valeur. Ça veut dire que ce qui est cher, on doit en manger beaucoup. Mm, La viande est chère, donc il en faut beaucoup. mm, Euh, et et c'est ça qui est une aberration, en fait. mm, Manger sainement et bio, c'est ce qui coûte le moins cher quand on mange correctement. c'est vrai. J'ai élevé 8 enfants, j'avais les 8 enfants à table, j'ai jamais acheté 8 steaks, hein. Mm, Avec un steak, il y en avait pour 5. mm, Un steak de 100 grammes. Avec un steak de 100 grammes, il y en avait pour 5. mm, Parce que je coupais des petits morceaux, je mettais avec un petit peu de haricots rouges, de haricots blancs ou de pois chiches ou des choses comme ça, avec du riz complet, plein de légumes, une bonne huile. Et avec ça, tout le monde était super bien nourri.